c'est qu'ils vont se concentrer sur « Ah voilà, on produit trop », mais beaucoup moins sur les logiques de pourquoi on produit trop, et de comment ces logiques sont structurées. Souvent, ça va être sur « Ah bah, il y a les capitalistes qui cherchent le profit ». Ouais, mais le profit, c'est quoi en fait? Ça vient d'où? Et c'est là que la question de l'exploitation de la force de travail, elle disparaît. Et à mon avis, c'est là qu'il y a un problème dans les théories les plus courantes de la décroissance. En tout cas, dans la manière dont elles sont diffusées, c'est qu'elles interrogent très peu les structures sociales. Et accepter l'effondrement, en fait, ça passerait par un processus spirituel, psychologique. Et c'est là, à mon avis, qu'il y a un problème et qu'il faudrait plutôt défendre une ligne politique. Et le fait qu'en fait, bah si, on peut faire des choses contre l'effondrement. Et faire des choses, ça veut dire, en fait, s'engager dans la lutte des classes, en fait, très basiquement. Pour pouvoir évoluer, Voix Populaire a besoin de votre soutien. Alors si vous le pouvez, rendez-vous sur notre site pour soutenir une presse indépendante qui manque encore cruellement en Suisse. Sur ce, bonne vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Bonjour Antoine Dubuot. Bonjour. Merci de nous accueillir à l'Université de Genève. C'est ici que tu travailles en tant que doctorant en géographie. Tu travailles en études urbaines. Tu travailles aussi sur les mouvements écologistes et la théorie politique. Je crois qu'on peut aussi dire que tu es militant écologiste. Je suis ravi qu'on ait pu organiser ça sur Voix Populaire, qu'on ait pu avoir cet entretien avec toi, lors duquel, du coup, on va principalement parler de ton livre, Écofascisme, c'est ton premier livre, qui est sorti l'année passée aux éditions Grévis pour la première fois, et il se trouve qu'il vient de reparaître en édition augmentée, une édition dans laquelle on trouve un texte en plus, qui s'appelle « L'écologie n'est pas apolitique ». Donc bon, c'est un titre qui me semble avoir le mérite d'être clair. On pourra y revenir si tu veux bien. Pour commencer cet entretien, moi je vais te demander de réaliser un exercice dont tu as certainement l'habitude désormais, parce que tu as donné quand même pas mal de conférences et d'interviews depuis la sortie de ce livre qui connaît un certain succès. Donc cet exercice que je te demande, c'est celui de définir ce concept d'écofascisme qui fait donc l'objet de ton livre. Et je crois savoir qu'en général, tu aimes bien commencer par dire ce que n'est pas l'écofascisme au sens où tu l'entends. Oui, l'écofascisme, en fait, c'est un terme qu'on retrouve fréquemment dans l'espace public, dans l'espace médiatique en particulier, mais plutôt sous la forme d'une insulte politique. L'objectif, c'est mobiliser ce terme pour qualifier un adversaire politique et puis le discréditer sans véritable fondement. Alors sans véritable fondement, il faut quand même que je nuance un petit peu parce que le concept d'écofascisme, il émerge certainement au sein des milieux écologistes au cours des années 70. La première trace qu'on peut retrouver et qui est généralement mentionnée, c'est un article d'André Gorz, donc théoricien écologiste et journaliste militant on pourrait dire, qui dans la revue Le Sauvage en France a écrit un texte qui s'appelait « Écofascisme ou socialisme ». Il se trouve qu'on peut trouver d'autres sources de ce concept d'écofascisme dans d'autres revues écologistes, notamment dans La Gueule ouverte, qui est un des autres gros mensuels écologistes dans les années 70 en France, avec une orientation un peu plus libertaire peut-être que Le Sauvage, qui était un peu plus écologiste, peut-être un peu plus réformiste. Et en tout cas, on retrouve une définition assez commune dans toutes ces définitions-là, c'est l'idée que l'écofascisme, ce serait une forme d'écologie autoritaire qui serait portée par les gouvernements en place, etc. C'est une définition qui est ensuite entérinée par Bernard Charbonneau, qui est un auteur important dans le mouvement écologiste francophone, dans un livre en 1980 qui s'appelle « Le feu vert, autocritique du mouvement écologique », dans lequel Charbonneau essaye de proposer une définition un petit peu sur la base de ce qui devait sûrement circuler au sein de ces milieux-là. Le concept d'écofascisme n'était pas très stabilisé d'un point de vue écrit, mais c'était sûrement quelque chose qui était discuté dans les sphères écologistes dans les années 70. Ce que Charbonneau va dire, c'est que l'écofascisme il peut venir aussi bien de la droite que de la gauche, parce que selon lui, en fait, c'est simplement une forme d'écologie autoritaire. Donc on voit que là, il y a finalement la mention du mot fascisme. Est-ce qu'elle est vraiment très justifiée dans ce contexte-là? Parce que il s'agit plutôt d'autoritarisme que de fascisme. Et le lien avec le fascisme historique n'est pas
est pas très évident. Il se trouve que chez Charbonneau, c'est un peu plus compliqué parce qu'il parle un petit peu aussi du rapport à la nature des nazis. On reviendra sûrement là-dessus un peu plus tard, mais voilà. C'est un peu plus conceptualisé chez Charbonneau, mais en tout cas, l'usage du concept d'écofascisme qui a existé au début, c'est plutôt celui-ci, c'est pour critiquer les formes jugées réactionnaires et ou autoritaires d'écologie politique, donc par les écologistes eux-mêmes. Je trouve que le concept, il a beaucoup dérivé depuis dans l'espace médiatique, et son usage majoritaire, écrasant aujourd'hui, c'est par des anti-écologistes pour critiquer les écologistes dans leur globalité. Par exemple, pour critiquer les écologistes qui voudraient limiter les déplacements en avion, qui voudraient interdire, en tout cas limiter la consommation de viande, ce genre de choses-là. C'est des mesures qui sont considérées comme autoritaires, donc fascistes, donc écofascistes, puisqu'elles sont tenues par les écologistes. Et c'est souvent des personnalités écologistes qui, sur les réseaux sociaux par exemple, reçoivent de manière abondante en fait des insultes, et souvent le terme écofascisme figure un peu au milieu de ces différentes insultes-là. Donc ça, c'est ce que l'écofascisme, à mon avis, n'est pas. Ouais, et puis tu as mentionné le fait que ce terme fascisme, il est des fois un peu lancé à la va-vite, un peu n'importe comment, alors qu'en fait, il a une signification. Toi, dans le livre et dans tes interventions, tu t'attelles quand même à recadrer aussi les discussions autour de ce terme-là. Et pour le faire, tu t'appuies notamment sur un autre auteur qui s'appelle Hugo Paletta, qui a écrit un livre, je crois, qui s'appelle La possibilité du fascisme. Et puis pour lui, en fait, le fascisme, il pourrait s'articuler autour de 3 éléments. Le fascisme comme idéologie, le fascisme comme mouvement, le fascisme comme régime politique, c'est ça. Toi, tu t'appuies là-dessus pour essayer de recadrer la discussion, parce que sinon on l'utilise n'importe comment, ce terme-là, c'est ça? Oui, il se trouve que le concept de fascisme, il est extrêmement débattu, à la fois en histoire et en sciences politiques, et au-delà des disciplines universitaires, dans l'espace public. Ce que j'ai bien aimé dans la tentative d'Hugo Paletta, avec ce triptyque idéologie, mouvement, régime, c'est qu'il permet un petit peu de cadrer les différentes définitions qu'on peut trouver du fascisme, mais surtout de les cadrer et de les faire fonctionner ensemble. Parce que souvent, c'est des définitions qui ont pu fonctionner un peu indépendamment les unes des autres, alors qu'il y a certainement une unité à trouver dans ces différentes définitions. Il se trouve qu'en histoire, il y a un peu le même mouvement. On est plutôt sur des définitions qu'on va dire multidimensionnelles du fascisme, et puis des définitions unidimensionnelles, qui étaient plutôt les approches qui ont pu dominer à un certain moment et qui aujourd'hui ont moins de place dans l'historiographie du fascisme. Idéologie, mouvement, régime, en fait c'est même vrai au-delà du fascisme. Il se trouve que ça marche bien pour le fascisme, pour essayer aussi de comprendre donc, les liens entre ces 3 éléments. Il faut juste les définir un petit peu avant. L'idéologie fasciste, c'est du coup un ensemble de textes, c'est disons la doctrine, ce qui constitue la doctrine fasciste, donc des textes qui vont définir de manière plus ou moins convergente, parce qu'il y a évidemment une pluralité de textes qui ne vont pas tous exactement dans la même direction, qui vont définir ce qu'on peut considérer comme un projet de société fasciste, dont le principal trait idéologique, c'est la régénération d'un peuple, d'une nation, d'une race, d'une identité, d'une culture. Ça peut prendre toutes ces déclinaisons-là, d'une civilisation aussi, toutes ces déclinaisons-là, selon aussi les reconfigurations, un petit peu les différents courants qui peuvent participer à cette sphère-là. Ça, ce serait donc l'idéologie fasciste. C'est formulé souvent dans des termes assez euphémisants, on ne va pas trop forcément parler des solutions politiques que mettraient en œuvre les régimes qui s'inspiraient de ce projet-là. Là, on est vraiment sur la définition idéologique d'un projet fasciste. Ensuite, le fascisme comme mouvement, là, ça concerne les organisations politiques qui vont défendre tout ou partie de ce corpus. Et en fait, c'est jamais tout le corpus, c'est évidemment certaines parties, parce que comme c'est un corpus qui est très divisé, de fait, il n'est pas repris intégralement. Et puis surtout, les partis politiques sont aussi soumis à des logiques liées au champ politique lui-même qui font que, de fait, ils ne vont pas reprendre l'intégralité de propositions idéologiques, ils ne vont pas prendre l'intégralité d'un livre et le traduire en programme politique directement. Donc en général, ils vont s'inspirer, ils vont prendre des slogans, ils vont prendre des propositions phares, mais pas forcément tout le reste, etc. Ça, c'est le mouvement fasciste. Et le mouvement fasciste, il a beaucoup été travaillé notamment par des théoriciens marxistes du fascisme, au sens où il est beaucoup appréhendé comme
un peu le refuge de la classe capitaliste en contexte de crise, c'est-à-dire que les capitalistes vont financer les organisations fascistes pour préserver leurs intérêts économiques. Ça, c'est la définition essentiellement économique du fascisme. Et la troisième dimension, c'est le fascisme comme régime. Là, c'est plutôt le registre des historiens et historiennes, parce que, évidemment, c'est les expériences fascistes passées, donc les deux plus célèbres qui sont l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie, dans lesquelles, en fait, un mouvement fasciste a pris le pouvoir et a mis en œuvre des politiques qu'on peut rattacher justement à cette idéologie fasciste. Donc je pense que là on arrive à voir la connexion entre ces trois dimensions-là. Et en fait, ce qui compte, c'est notamment les allers-retours en fait entre ces différentes dimensions-là. Il se trouve que le régime fasciste, c'est quelque chose qu'on a moins vu dans l'histoire que des nouveaux courants idéologiques ou des nouvelles franges au sein du mouvement fasciste. Donc ce qui compte, ça peut être aussi voir juste les allers-retours entre mouvement et idéologie. Comment ce mouvement politique-là a pu se reconfigurer par rapport à divers événements, comment il a appréhendé les nouvelles réalités sociales, politiques. Voilà. Et je pense que c'est sur ces liens-là qu'il faut essayer de se focaliser pour essayer de comprendre ce que ça peut être le fascisme au présent et pas justement le confiner à des expériences historiques passées qui ne se reproduiront jamais de la même manière. Et c'est là la force, à mon avis, d'Hugo Paletta dans la possibilité du fascisme et dans ses autres ouvrages depuis, c'est de permettre de penser le fascisme au présent. Du coup, quid des liens entre ce corpus-là, fasciste, et l'écologie? Oui, c'est un peu la question qui se pose tout de suite. Moi, j'ai utilisé le terme écofascisme, donc évidemment, on revient très vite sur ce type de définition, enfin de connexion-là. Il se trouve que ce que moi je définis comme écofascisme, c'est pas la forme dominante d'écologie à l'extrême droite. Enfin, c'est pas le rapport dominant à l'écologie au sein de l'extrême droite. Ce serait plutôt ce qu'on pourrait appeler le carbofascisme. Le carbofascisme ou le fascisme fossile. Il y a un livre qui a été produit par un collectif international de chercheurs et de chercheuses qui s'appelle Fascisme fossile, justement. C'est le Zetkin collectif qui l'a produit. Qui s'intéresse justement au lien entre l'industrie fossile et les forces politiques d'extrême droite. Et qui montre qu'en fait, il y a une convergence d'intérêts entre ces deux groupes-là, parce qu'ils vont défendre les hydrocarbures, mais pas pour la même raison. Il se trouve qu'il y a une convergence spécifique, contingente à ce moment-là. Pour le capital fossile, pour l'industrie fossile, ce qui compte, c'est préserver des intérêts économiques directs dans l'exploitation de ces hydrocarbures. Ça, c'est assez facile à comprendre. Du point de vue de l'extrême droite, c'est un tout petit peu différent. C'est plutôt défendre un mode de vie occidental qui est largement adossé aux énergies fossiles. C'est-à-dire que ce qui est considéré par l'extrême droite comme la supériorité du mode de vie occidental repose en large partie sur l'exploitation des hydrocarbures et sur leur consommation. Et du coup, c'est là on voit bien le partage d'intérêts entre extrême droite traditionnelle, extrême droite électorale, extrême droite la plus visible, et puis le capital fossile. Donc ça serait plutôt le rapport dominant à l'écologie au sein de l'extrême droite, le carbofascisme. Tu as fait mention, encore une fois, de cette définition économique du fascisme qui va dire, du coup, le fascisme pourrait être une réponse à la crise capitaliste. Les capitalistes, quand ils voient plus d'issue pour reproduire leur mode de production, ils vont se réfugier dans le fascisme, pour faire simple. Du coup, on pourrait voir l'écofascisme, lui, comme... on pourrait l'appréhender comme une réponse à la crise écologique, un peu en parallèle avec cette définition économique du fascisme. Du coup, toi, en réponse dans le livre, plutôt vers la fin de ton bouquin, tu proposes du coup d'abandonner ce terme de crise écologique parce que tu estimes que le gros problème se situe justement dans ce rapport à la crise. C'est-à-dire que les gens, tu me diras si je me trompe, mais en gros, selon toi, les gens, quand ils entendent crise, ils vont être peut-être plus enclins à désirer un mode de fonctionnement plus autoritaire et qui peut mener du coup à des expériences fascistes et autres, c'est ça ?
J'ose espérer que c'est pas un sentiment partagé, mais je crains quand même que ce soit quelque chose qu'on peut retrouver, en tout cas que conceptualiser le problème écologique comme une crise, donc qui aurait une fin relativement prochaine, et en fait ça légitimerait aux yeux de certaines branches de la société des solutions autoritaires, temporaires, dont l'écofascisme pourrait faire partie. Enfin, on pourrait approcher l'écofascisme de cette manière-là, à mon avis. Mais il y a un sens aussi plus profond à considérer que on n'est pas dans une situation de crise écologique, c'est qu'on est dans une situation qui est partie pour durer, en fait. C'est-à-dire que les espèces qu'on disparu ne vont pas réapparaître une fois, enfin, d'ici quelques années, si jamais on instaure un nouveau régime politique plus respectueux des écosystèmes, moins polluant de manière générale, etc. Donc je pense que c'est aussi bien de prendre conscience de cette dimension temporelle assez spécifique de l'enjeu écologique par rapport à d'autres enjeux politiques, qui est que en fait, on est entré dans une phase assez particulière sur le plan écologique. Il y a des concepts qui essayent un peu d'approcher cette période pour se représenter un peu le problème écologique. Il y a notamment le concept d'anthropocène, qui est assez connu maintenant, assez médiatisé, qui considère que l'humanité serait aujourd'hui la force géologique principale, c'est-à-dire le principal agent qui modifie la composition des sols, etc. Bon, moi je ne suis pas géologue, je ne vais pas entrer dans ces débats-là. Tout ce qu'on peut dire, c'est que voilà, il y a aussi des contestations un petit peu de ce concept sur le récit politique que ça impose. Considérer que, par exemple, le concept alternatif principal à l'anthropocène, celui de capitalocène, considérer que ce ne serait pas l'humanité dans sa globalité qui serait devenue un agent géologique, mais c'est l'humanité dans un mode de production capitaliste qui aurait eu ces effets-là. Voilà, ça permet d'historiciser un petit peu le problème aussi, de ne pas considérer que c'est l'humain intrinsèquement qui serait destructeur dans son environnement, mais que c'est des formes sociales particulières que l'on peut dater historiquement, etc. Voilà, donc je pense que le concept de crise, il faut l'abandonner sur le plan écologique. Finalement, le fait que ça peut légitimer un écofascisme, bon, c'est vrai, mais c'est aussi parce que d'un point de vue écologique, c'est pas très fondé de parler de crise, quoi. Et du coup, pour revenir sur un des premiers postulats que tu fais dans ton livre, c'est de dire en gros que l'écologie politique, elle est certes historiquement ancrée à gauche, c'est ce que tu dis souvent, mais qu'elle n'est pas intrinsèquement en fait ancrée à gauche. Voire que ce serait même une forme en fait d'arrogance que de considérer l'écologie politique comme appartenant uniquement à la gauche. C'est ce qui fait que on peut justement trouver aussi une écologie politique de droite, voire d'extrême droite, c'est ça. Et c'est aussi pour ça que tu dis du coup que l'écologie ne peut pas être apolitique. C'est dans ce sens-là. Ouais, en fait, si on fait l'histoire du mouvement écologiste, comme tu l'as dit, il se trouve que c'est un mouvement qui, en tout cas dans les pays francophones, c'est particulièrement vrai, et en France en particulier, c'est un mouvement qui s'est ancré à gauche de l'échiquier politique. Il se trouve que c'est un mouvement qui se situe dans le sillage de mai 68, et il y a beaucoup de 68ards qui sont investis dans le mouvement écologiste naissant, et qui y ont diffusé aussi une partie de leur formation marxiste, etc. Donc cet ancrage à gauche, il est vrai à la fois du point de vue idéologique, il est vrai aussi du point de vue des trajectoires militantes, il est vrai aussi du point de vue des alliances politiques que les groupes écologistes ont pu lier avec d'autres groupes politiques, ce qui ne veut pas dire que les écologistes ont été accueillis à bras ouverts par le reste de la gauche, il y a eu plein de dissensions, mais ça, c'est une autre question. Voilà. Donc ce caractère historique de l'ancrage à gauche de l'écologie politique, je pense qu'il est certain. Le problème, c'est qu'on a tendance à le fossiliser, et aujourd'hui, globalement, la gauche a tendance à considérer que l'écologie serait naturellement de gauche, ou intrinsèquement de gauche. Et le problème, c'est de figer un petit peu ce caractère historique de l'écologie ancrée à gauche, et de considérer que, du coup, il n'y a pas d'autre possibilité politique d'existence de l'écologie. Je pense que ce sont des œillères en fait qu'on s'est un peu mis avec le temps, parce que c'est vrai que la droite et l'extrême droite ont été très en retard, en tout cas sur le plan électoral, dans leur appropriation de l'enjeu écologique. Donc je peux comprendre en fait cette fossilisation, mais il faut vraiment
faire attention à ne pas la reproduire, parce que plus la crise écologique va s'intensifier, plus toutes les familles politiques vont se saisir du problème. Et c'est en ce sens-là que moi je considère que l'écologie, elle est jamais apolitique, c'est qu'en fait c'est une question politique comme les autres. Ça fait partie de la réalité contemporaine et il faut que, c'est même pas il faut, c'est toutes les forces politiques vont de fait y répondre. Personne ne dit que la santé c'est intrinsèquement de gauche par exemple. Non, tout le monde s'intéresse à la santé, c'est juste que les modalités de financement, les modalités d'accès à la santé, etc., diffèrent entre les forces politiques. Et ce qui compte, c'est justement ces différences-là et le fait qu'il y a des oppositions très fortes sur ces modalités-là. C'est vrai pour la santé, c'est vrai pour l'éducation, c'est vrai pour la mobilité, c'est vrai pour en fait à peu près tout. Et l'écologie n'échappe pas à cette règle-là. Alors, l'écologie a des spécificités. Je parlais de sa spécificité temporelle, par exemple, avant. C'est vrai, mais en fait, chaque question politique a ses spécificités aussi. Moi, je pense qu'il faut faire attention et pas considérer que l'écologie, ce serait l'enjeu écologique, un problème au-dessus des autres, un problème qui dépasserait les clivages politiques. Je pense pas du tout. Je pense au contraire que c'est un enjeu qui est recodé politiquement par toutes les familles politiques qui se l'approprient. Il se trouve que pendant longtemps, c'est plutôt la gauche qui se l'est approprié, mais c'est pas une réalité immuable. En fait, ce serait plus simple. Hein. Moi, je préférerais que l'écologie soit intrinsèquement de gauche et on n'aurait pas trop à se préoccuper de ce que l'extrême droite fait. Parce que c'est pas trop la réalité. l'idée des gens qui vont peut-être pousser pour dire c'est apolitique, il faut que tout le monde prenne à bras-le-corps ce sujet et qu'on dépasse les clivages parce que c'est tellement urgent que voilà. Pour toi, c'est ça. Ça, c'est pas possible de dépasser certains clivages parce que ces clivages, ils vont avoir un sens dans la lutte écologique, en fait. Je pense qu'ils vont non seulement avoir un sens, mais je pense aussi qu'ils peuvent être reconfigurés. En fait, je suis d'accord pour dire que l'enjeu écologique et son aggravation perpétuelle, jusqu'à maintenant, peuvent changer certains partages politiques. Ça peut faire basculer des gens ailleurs sur l'échiquier politique. Ça, j'en doute pas. Hein. Ça peut politiser des gens un peu dans différents sens, en fait, pas uniquement vers la gauche. Ça peut être le cas parfois, mais enfin, même dans une bonne majorité des cas jusqu'à maintenant, mais je pense que ça va pas forcément être toujours le cas par la suite. Moi, je pense que, en fait, vis-à-vis de l'enjeu écologique, oui, c'est une urgence, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Simplement, en fait, tout le monde n'a pas non plus les mêmes intérêts dans la manière de répondre à cette urgence-là. Disons que les responsabilités dans le déclenchement de la crise écologique ne sont évidemment pas les mêmes, les impacts ne sont pas subis du tout de la même manière à peu près toutes les échelles. Hein. Il y a des stratifications sociales dans le subissement des impacts qui est vraiment très importante, et toutes ces inégalités-là qui sont en rapport avec la crise écologique sont essentielles à prendre en compte. Et en fait, c'est le fait qu'il y a des antagonismes sociaux importants en matière écologique, en fait, qui font que l'écologie est politique et qu'on ne peut pas considérer qu'il faudrait une union sacrée et qu'il y aurait un sujet écologique global qui serait l'humain. Voilà. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut considérer que l'écologie ne serait pas un problème. Évidemment que c'est un problème, mais c'est un problème qui a une existence politique du fait des intérêts divergents qu'elle soulève. Dans ton livre, du coup, tu définis deux processus concomitants, là je paraphrase ton livre, qui peuvent du coup en fait ouvrir la voie à la réalisation de ce que tu appelles l'écofascisme. Qu'on aurait à la fois un processus d'écologisation du fascisme et un processus de fascisation de l'écologie. On a un peu ce miroir là. Donc le premier, l'écologisation du fascisme, il concernerait plutôt directement les milieux d'extrême droite et leur appropriation de l'enjeu écologiste. Et le second, la fascisation de l'écologie, lui, il désigne selon toi plutôt les ambiguïtés, les approximations qui font que dans certains milieux écologistes, chez certaines approches, on pourrait avoir des relents réactionnaires à cause de ces approximations. Toi, tu parles de pente glissante au début de ton livre. Du coup, ça serait intéressant de revenir sur ces deux processus, peut-être en commençant par l'écologisation du fascisme, si tu peux m'en dire plus en quelques mots.
Pour moi, l'écologisation du fascisme, c'est un processus qui est essentiellement idéologique. Donc là, je reviens aux définitions du fascisme qu'on a vues avant. Essentiellement idéologique parce qu'il est principalement le fait d'idéologues, en fait, clairement ancrés à l'extrême droite. Il y a notamment un courant qui est le principal artisan de cette écologisation du fascisme. C'est un courant qui s'appelle la Nouvelle Droite, qui existe en France, notamment dans le monde francophone, mais qui existe aussi dans le monde germanophone, qui existe aussi aux États-Unis. Je crois qu'il y a aussi des représentants néerlandais notamment, qui sont en gros des idéologues qui vont tenter d'actualiser le projet fasciste d'un point de vue doctrinal de différentes manières. Et c'est vraiment j'ai parlé de courant, mais c'est plus une mouvance qu'un courant, au sens où en fait c'est des idéologues qui sont un peu éclatés, mais c'est un peu de la même manière à gauche, chacun a un peu sa position. Il y a notamment des clivages d'ordre spirituel entre eux. Il y a des catholiques intégristes, il y a plutôt des néo-païens, il y a différentes tendances. C'est un mouvement une mouvance qui a pas trop pour objectif d'investir le champ politique. Ils vont avoir une stratégie qui va prendre le nom de métapolitique ou parfois de gramscisme de droite. Ils vont se revendiquer aussi du concept d'hégémonie culturelle de Gramsci, pour considérer qu'en fait, avant qu'il y ait un changement politique par les urnes ou d'une autre manière, il faut que dans la société soit diffusé un certain nombre de valeurs réactionnaires. Et donc c'est plutôt des idéologues qui vont investir la sphère culturelle et qui vont considérer que ce qui compte en premier lieu, c'est la diffusion de ces valeurs-là, puis le champ politique, ça sera pour plus tard. Donc c'est des gens qui se tiennent plutôt à distance des organisations politiques traditionnelles, ce qui ne veut pas dire qu'il y en a certains qui transitent entre les deux. Il y a toujours des idéologues qui ont pu aussi transiter dans le champ politique traditionnel, dans des organisations électoralistes. Voilà. Et leurs idées, en fait, le but, c'est que leurs idées quand même infusent même le monde partisan, si possible, quoi. Ouais. Alors, soit qu'elles infusent directement dans le partisan, parce que c'est aussi des gens qui font des conférences, etc. Soit que ce soit quelque chose de moins direct, mais sauf que la Nouvelle Droite fonctionne beaucoup par des revues. Elle a des revues plus ou moins à destination du grand public. Il se trouve qu'il y en a une qui est vraiment à destination du grand public, qui s'appelle Éléments. En tout cas, en langue française, c'est Éléments. Et puis, après, il y a des revues plus intellectuelles, notamment une qui est aussi une des premières qui émerge, qui s'appelle Nouvelle École. Et puis, entre deux, il y en a une qui émerge un peu plus tard, au cours des années 80, qui s'appelle Crisis. Et donc ça, c'est les trois principales revues de la Nouvelle Droite. Il y en a d'autres qui sont plus confidentielles. Et c'est dans ces revues-là que ces différents intellectuels vont s'adonner à cette actualisation du projet politique fasciste. L'écologie, c'est pas le seul chantier en fait de la Nouvelle Droite. Loin de là, il y en a certains qui sont contre l'appropriation idéologique de l'enjeu écologique. Donc c'est pas un mouvement non plus partagé par l'ensemble des idéologues de la Nouvelle Droite. Mais il se trouve que la principale figure de la Nouvelle Droite s'appelle Alain de Benoît, qui est un philosophe très érudit, voilà. Et sûrement le principal artisan de cette appropriation idéologique de l'enjeu écologique. Il se trouve que dans les années 70, il est plutôt hostile au fait de se saisir de cette question-là, parce qu'il considère que l'écologie est principalement appropriée par la gauche, et il dirait, c'est pas écrit comme ça dans ces articles, mais en gros par les gauchistes, par les égalitaristes, ça par contre c'est écrit. Et du coup, il considère que c'est une question qu'il ne faut pas traiter. Puis finalement, au cours des années 80, il y a un tournant, c'est-à-dire qu'au sein de la droite, il y a une conscience qui émerge que en fait, cet enjeu écologique il est parti pour durer et qu'il faut peut-être aussi proposer de leur côté une réponse politique à ça. Et donc à partir des années 90, il y a des tentatives de développement d'une pensée écologiste, réactionnaire, qui s'ancre dans un certain nombre d'autres principes développés par la Nouvelle Droite. Il se trouve que ça permet d'agréger un certain nombre d'ingrédients un peu éparpillés au sein de l'extrême droite, et notamment tout ce qui se rapporte un peu au mysticisme et un petit peu au passéisme au sein de l'extrême droite. Parce qu'au sein de l'extrême droite, il y a toujours eu plusieurs tendances. Il y a une tendance plutôt passéiste et une tendance plutôt moderniste. Il y a pas mal de travaux qui documentent un peu cette dualité-là. Il se trouve que l'écologie permet d'agréger un certain nombre d'éléments qui se rapportent plutôt au passéisme de l'extrême droite.
Ce qui donne ce processus d'écologisation du fascisme, qui maintenant a à peu près quand même bientôt 40 ans. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est dominant à l'extrême droite. Hein. Comme je le disais, c'est plutôt le carbofascisme qui domine au sein de l'extrême droite électorale. Par contre, dans les sphères idéologiques, il y a un certain nombre de penseurs qui ont fait un travail assez poussé sur la question écologique. Voilà pour l'écologisation du fascisme. L'autre processus en parallèle, c'est celui de la fascisation de l'écologie. Donc là, on n'est plus directement dans un processus qui se passe à l'interne de certaines mouvances d'extrême droite. Là, ici, tu vises plutôt les fausses routes, les ambiguïtés dangereuses qu'on peut retrouver dans certains milieux écologistes. C'est ça? Oui, tout à fait. Bon, c'est un peu le schéma sociologique facile, écologisation du fascisme d'un côté, fascisation de l'écologie de l'autre, mais j'espère que c'est assez parlant en fait pour comprendre un petit peu aussi que l'écofascisme en fait c'est le fruit d'une reconfiguration politique aussi par l'enjeu écologique un peu plus global. Quand je parlais que l'écologie peut reconfigurer certains partages politiques, là je pense que c'est le cas notamment concernant l'écofascisme. Je parle d'ambiguïté, c'est un peu compliqué de parler d'ambiguïté. Ce que je veux dire, c'est que dans certains discours écologistes, il y a des ingrédients pour tenir des discours réactionnaires qui ne sont pas forcément identifiés comme tels, mais qui, à mon avis, peuvent être assez dangereux. Il y a une complémentarité entre les deux processus. C'est-à-dire que je considère que ces ambiguïtés-là, elles ont toujours existé au sein des mouvements écologistes. Dès les années 70, il y a des écologistes qui sont contre l'avortement, qui sont contre la contraception, qui sont racistes, etc. Ce qui change, à mon avis, avec le processus d'écologisation du fascisme, qui permet aussi l'existence d'une fascisation de l'écologie, c'est que maintenant, ces personnes qui sont ambiguës dans leur positionnement écologiste progressiste, en fait, trouvent un débouché politique avec une nouvelle offre qui est proposée notamment par la nouvelle droite. C'est là qu'on voit un petit peu, à mon avis, la complémentarité sur laquelle il faudrait creuser, parce qu'il se trouve que la nouvelle droite, en fait, a aussi une manière de travailler qui est de s'approprier un certain nombre de concepts issus de la gauche écologiste, notamment le rejet de la société de consommation, la question de la décroissance, etc. Donc il y a vraiment une complémentarité entre ces deux processus. Ouais, on va y revenir, on va revenir sur certains de ces éléments que tu abordes. Toi, du coup, dans le livre, pour, on va dire, contrer cette fascisation de l'écologie à gauche, sur la fin, tu appelles du coup à une clarification du discours écologiste et de l'écologie politique. Et tu prônes comme ça certaines choses. Par exemple, tu t'appelles à abandonner le concept de nature. Selon toi, ce concept, il serait pas bon à utiliser du côté de la gauche écologiste, on va dire. Pourquoi, selon toi, on pourrait pas dire moi j'ai envie de protéger la nature, pour toi c'est à bannir, c'est ça? En fait, c'est compliqué parce que le concept de nature, il est extrêmement polysémique. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de définitions qui parfois sont très contradictoires les unes avec les autres. Pour certaines, la nature sera plutôt la hiérarchie, pour d'autres, ça va être plutôt la liberté. Et entre deux, on a une variété de définitions qui est très importante. Il y a une autrice dont j'ai beaucoup aimé le travail, une historienne des sciences américaine qui s'appelle Lauren Dayston, qui montre qu'en fait les références morales à la nature, elles sont extrêmement variées dans le champ politique, et que les révolutionnaires français qui revendiquent l'égalité en droit sur des bases dites naturelles entre tous les humains, entre tous les hommes, hein, à l'époque le féminisme c'est pas encore ça, mais les nazis qui revendiquent une hiérarchie naturelle entre des supposées races humaines, en fait dans les deux cas on a une mobilisation de l'idée de nature pour justifier un projet politique, pour justifier un certain ordre social. Et elle appelle à abandonner le concept de nature pour cette raison-là. Et moi, je rejoins assez un petit peu cette idée-là que en fait, c'est un concept qui est trop plastique pour être mobilisé politiquement pour justifier un projet politique. Ça, c'est une des premières sources de cette aspiration, dans mon cas, à abandonner l'idée de nature pour penser un projet politique. Et il y en a une autre source qui m'apparaît comme vraiment importante, c'est le féminisme matérialiste, notamment
développé par Colette Guillaumin. Enfin, il se trouve que moi, c'est l'autrice qui m'a le plus marqué sur l'abandon de cette idée de nature. Il se trouve que dans le féminisme matérialiste, plus que peut-être dans d'autres courants émancipateurs, il y a vraiment eu cette focalisation sur la question de la naturalisation des rapports sociaux et donc la remise en cause de la naturalisation des rapports sociaux. Il se trouve que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui me semble important à garder en tête parce que c'est un processus permanent en fait. La naturalisation des rapports sociaux, c'est ce qui permet de légitimer toutes les formes de domination sociale et tous les dominants ont toujours mobilisé la nature pour essayer de justifier leur position. Là où ça devient compliqué, c'est que les écologistes ont souvent été considérés comme des protecteurs de la nature. Alors là, la nature, elle a un sens très différent. La nature en tant qu'espace, donc espace autonome de l'humanité, etc. Donc, mais je pense qu'il y a un peu une confusion en fait autour de cette idée de protection de la nature si on ne clarifie pas ce que ça veut dire. Et je pense que le risque, c'est qu'il y a un amalgame entre la nature au sens pseudo-social et la nature au sens écologique et que l'écofascisme se nourrit de cette confusion-là. Comme si conserver la nature et conserver un ordre social, ce serait la même chose. Je crois que tu le mentionnes dans ton livre, et puis c'est un auteur qui est important quand on veut, par exemple, analyser l'histoire politique du régime nazi, notamment. C'est Johann Chapoutot, qui lui aussi fait bien le rappel de la nature métaphorique sur laquelle notamment basent leur idéologie les défenseurs de ce régime-là. C'est ça? Est-ce que tu peux me rappeler un peu ce qu'il dit là-dessus? Oui, Johann Chapoutot, globalement, c'est un historien du nazisme, et en particulier de l'idéologie nazie. Et son grand accomplissement, à mes yeux, c'est d'avoir montré la place de l'idée de nature dans l'idéologie nazie. Donc, quand il explique que ce rapport à la nature chez les nazis est essentiellement métaphorique, je pense qu'il est plutôt bien placé pour le dire. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que les nazis ont une conception de l'ordre social qui devrait être inspirée de leur conception de la nature. C'est-à-dire que pour eux, la nature, c'est une hiérarchie entre des êtres qui seraient une hiérarchie raciale, selon eux, et qu'il faudrait que la société respecte cette hiérarchie raciale. Là où ils considèrent que cette conception de la nature est essentiellement métaphorique, c'est que finalement, ce qui les intéresse, c'est la protection de l'ordre social en lui-même. C'est pas forcément la nature, justement, en tant que ce qui dépasse l'humanité. Ce qui les intéresse, c'est plutôt la légitimation de cet ordre social-là. Et finalement, Johann Chapoutot montre que les nazis n'avaient rien d'écologiste, malgré leur préoccupation pour la nature, et au contraire, c'est un régime extrêmement productiviste, notamment en raison de l'effort de guerre, et puis voilà. C'est important de le préciser parce qu'il se trouve que c'est un régime qui a voté des lois, 3 lois en 1934, 35, 36, si je ne me trompe pas, j'ai toujours un doute entre 33, 34, 35 et 34, 35, 36. 3 lois sur la protection des animaux, la limitation de la chasse et la protection de la nature. Et il se trouve que, en fait, ces lois ont certes été votées, mais elles ont été principalement pour des raisons d'alliance politique, ça c'est assez documenté en histoire environnementale, c'est-à-dire pour s'assurer le soutien des conservationnistes allemands, qui n'étaient pas spécialement nazis, mais enfin, pas moins que le reste de la société non plus. Mais aussi, c'est des lois qui ont été très peu appliquées, en fait, qui en fait, n'ont pas vraiment eu d'effet, et puis le bilan environnemental du Troisième Reich est évidemment catastrophique. Et du coup, voilà, cette idée qu'il y aurait un intérêt pour la nature chez les nazis est quand même à nuancer très très fortement. Pour rester sur ce concept de nature, il y a quand même un auteur qui a une certaine importance du côté de la gauche écologiste, qui fait d'ailleurs partie du collectif que tu as cité tout à l'heure, The Ethic Collective, c'est Andreas Malm. Et puis lui, dans son dernier ouvrage qui s'appelle Avis de tempête, lui, il va plutôt défendre justement ce concept de nature. Selon lui, il a des critiques aussi à émettre à certains auteurs comme Latour,
mais il faudrait garder le concept de nature pour des raisons plutôt scientifiques, etc. C'est ça. Et en quoi est-ce que toi, tu serais pas d'accord avec lui, du coup? Moi, je pense que j'ai une position parmi les écologistes sur la question de l'abandon de la nature qui est peut-être un petit peu originale par rapport à les raisons qu'invoquent la plupart des écologistes pour abandonner l'idée de nature. Effectivement, quelqu'un comme Bruno Latour est assez hégémonique en fait parmi les théories écologistes dans la manière dont il a posé cette idée d'abandon de l'idée de nature. Il y a un certain nombre d'autres auteurs, autrices qui peuvent se rattacher à sa démarche. Un autre très connu, c'est Philippe Descola, mais on peut en citer plein d'autres qu'on pourrait regrouper dans une catégorie qu'on va appeler le post-dualisme, le fait de dépasser la division stricte entre ce qui relève de la nature et ce qui relève de la société. Pour Latour, c'est un partage qui serait ethnocentré, qui serait moderne, qui poserait essentiellement des problèmes de ce type-là, des problèmes qui en fait voileraient aussi la réalité, qui serait en fait toujours un mélange de nature et de culture. Ça, c'est globalement sa position, développée à partir du début des années 90. Bon, est-ce que c'est faux, vrai? C'est pas très intéressant. En tout cas, il y a plein de théories qui ont été développées là-dessus, et c'est un peu à ça que répond Andreas Malm. Lui, il montre qu'en fait, les théories de Latour, elles sont beaucoup trop plastiques pour être vraiment employables. Il montre qu'il y a des gens qui vont considérer que la division entre nature et culture n'est pas très vraie, mais que tout est un hybride entre nature et culture. En fait, ça peut donner des positions très divergentes. Certains vont dire que tout relèverait de la nature finalement, même le social, et inversement, d'autres vont considérer, dans une position constructiviste, mais beaucoup trop constructiviste selon Malm, que en fait, tout relèverait du social et que la nature en soi n'existerait pas, que ce serait uniquement des représentations, etc. Donc Malm va réfuter l'ensemble du post-dualisme de cette manière-là, en disant en fait, si on fait ça, on perd de vue ce sur quoi on a politiquement une prise. Et lui, il va redéfinir ce qui relève de la nature et ce qui relève de la société de cette manière-là. C'est-à-dire que ce qui relève du social, c'est ce sur quoi on a un pouvoir collectif, c'est ce qu'on peut changer finalement. Et ce qui relèverait de la nature, c'est ce qui relèverait plutôt de lois scientifiques sur lesquelles on n'aurait pas de prise, notamment des lois physiques. Et l'exemple du réchauffement climatique est très parlant. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au réchauffement climatique? On peut émettre moins de gaz à effet de serre. Par contre, on ne peut pas changer la loi physique qui lie telle quantité de gaz à effet de serre en plus dans l'atmosphère égale tel pourcentage de réchauffement. Ça, pour lui, c'est la nature. Cette loi physique, c'est ce qu'il appelle, lui, la nature. Exactement. Voilà. En tout cas, s'il faut parler de nature, c'est pour ce type de processus-là qu'il faudrait la réserver. Mais là où ça devient dangereux, et c'est à mon avis là que Malm loupe quelque chose, c'est que cette justification de la nature, en fait, elle a été mobilisée pour justifier des ordres sociaux divers et variés. Il y a eu des conceptions scientifiques de la supériorité des personnes blanches sur les personnes non blanches, ou des hommes sur les femmes, etc. Et donc, en fait, il faut aussi, à mon avis, être attentif à ce type d'usage de la notion de nature. Et je pense que Malm, il n'y est pas spécialement attentif. C'est pour ça que moi, quand je pense à abandonner l'idée de nature, c'est toujours en essayant de garder les enseignements du féminisme matérialiste sur la naturalisation des rapports sociaux et de considérer que peut-être on peut abandonner cette notion-là. Après, il se trouve que l'argument de Malm sur ce sur quoi on a prise est assez efficace, je pense. Et notamment, il avance le fait que si on abandonne cette idée de nature, on abandonne aussi le socle épistémologique des sciences, et que en fait, pour identifier, caractériser la crise écologique, mais aussi pour la résoudre, en fait, on a besoin des sciences. Donc je pense que sa position mérite en fait réflexion. Il se trouve que son livre est quand même un petit peu de mauvaise foi, à mon avis, à certains égards, mais c'est une réflexion intéressante, et je pense qu'on a besoin aussi d'ouvrages comme ça, un petit peu coup de poing, qui mettent un petit coup de pied dans la fourmilière, parce que c'est vrai que Bruno Latour, c'est quelqu'un qui a une hégémonie un peu trop importante. Je suis plutôt d'accord avec Malm là-dessus. Ok. Je crois que le cadre théorique, les définitions générales, elles ont été bien posées, en ce qui concerne les bases de ton livre. Du coup, je vais te proposer un petit exercice, c'est de reprendre du coup un peu ces deux processus, fascisation de l'écologie, écologisation du fascisme,
que tu proposes dans ton livre. Et puis, je vais te donner quelques cas concrets, notamment des cas qui intéressent la Suisse et d'autres choses. Puis à chaque fois, se demander, est-ce qu'on est plutôt dans un cas d'écologisation du fascisme, de fascisation de l'écologie, ni l'un ni l'autre, un peu des deux. Bref, est-ce que ça te va qu'on fasse comme ça? Très bien. Et du coup, premier cas, c'est l'initiative Ecopop. Donc, je sais que tu en as entendu parler. Petit rappel, et puis tu feras le rappel un peu plus poussé que moi. En 2014, le peuple suisse avait refusé une initiative populaire qui s'appelait Halte à la surpopulation, oui à la préservation durable des ressources naturelles. On voit ce lien là qui est fait entre surpopulation et préservation des ressources naturelles et préservation de l'environnement. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce qu'on ne serait pas dans un cas typique de ce qu'on pourrait appeler le néo-malthusianisme ici? Ouais, le terme de néo-malthusianisme, je pense qu'il faut qu'on le définisse, parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on croise souvent, mais pas forcément toujours très clair. Ce serait le fait qu'il y aurait une inadéquation entre la croissance de la population et la disponibilité des ressources naturelles. C'est-à-dire que la croissance de la population serait trop importante pour les ressources disponibles. Et que, du coup, ce qui légitimerait, comme solution écologique, de réduire la population, globalement. Moi, je ne suis pas spécialiste du néo-malthusianisme, je n'ai pas fait de travaux particuliers sur essayer de quantifier ces affirmations pour les réfuter ou les confirmer. Il y a des gens qui travaillent spécifiquement là-dessus. Il y a un livre qui est sorti notamment, bientôt une dizaine d'années, qui s'appelle « Une planète trop peuplée » avec un point d'interrogation, de Jan Angus et Simon Butler, qui je pense à mon avis est une très bonne ressource, qui fait un peu le tour de cette question-là, d'un point de vue quantitatif notamment, etc. Moi, ce qui m'intéresse notamment, c'est la manière dont l'idée de surpopulation s'est imposée comme un registre écologiste important. Pas forcément dans les sphères écologistes progressistes, mais en tout cas comme une manière de cadrer le problème écologique de manière quasi systématique. Et moi, c'est pour ça que je n'utilise pas le terme de néo-malthusianisme pour parler de ce cadrage médiatique-là. Je parle plutôt de populationnisme écologique. Donc c'est le fait de réorienter toute discussion, tout cadrage de l'enjeu écologique vers la démographie, et la démographie quasiment uniquement. Je pense que je suis assez d'accord pour dire que le problème écologique ne se pose pas de la même manière si on est 4 milliards ou si on est 8 milliards. Ça, c'est une réalité. En fait, on ne va pas nier le fait qu'il y ait une dimension démographique aujourd'hui au problème écologique. Simplement, on peut avoir aussi une ligne éthique de dire qu'en fait, toutes les politiques qui visent à agir sur la démographie, en fait, sont des politiques extrêmement coercitives et qui pèsent notamment sur les femmes et sur les femmes racisées en particulier, et considérer qu'en fait, pour cette raison-là, c'est un type d'action politique qu'on ne veut pas mener. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, parce qu'en fait, il n'y a pas que la démographie qui joue, et d'ailleurs, certains travaux tendent plutôt à montrer que c'est un facteur assez minimal, et que ce sont plutôt des facteurs d'organisation sociale, en fait, qui vont compter, et que à 8 milliards, mais organisé complètement différemment d'un point de vue social, on pourrait avoir un impact écologique bien moindre en tant qu'espèce à l'échelle du globe. Donc, vraiment, cette question de la surpopulation, il faut toujours essayer de la contourner et de montrer que, en fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, en fait. Finalement, c'est une manière de ne pas interroger les autres leviers vis-à-vis de la crise écologique. En l'occurrence, cette problématique de la surpopulation, c'est quand même quelque chose d'important, et puis sur lequel il faudrait réussir à apporter des réponses claires et satisfaisantes, j'ai envie de dire, parce que toi-même, tu notes le fait que c'est un thème qui a son importance dans le débat public, dans les mœurs, on va dire, que ça peut mener une bonne partie de la population vers des idées plutôt réactionnaires. Parce que tout le monde se dit, énormément de gens peuvent se dire, notre problème numéro 1, c'est le fait qu'on soit trop sur Terre. C'est sûrement la cause principale, notamment de l'enjeu écologique. Comment est-ce qu'on peut répondre à ça? Là, je veux juste revenir sur quelque chose que tu as dit, c'est le fait que
la surpopulation, enfin l'idée de surpopulation, c'est un peu la porte d'entrée la plus facile dans la réflexion écologique. Enfin, dans la réflexion, pas forcément dans la réflexion justement, mais en tout cas, dans la question écologique. Et je le dis souvent, mais je pense que si on fait un micro-trottoir et qu'on demande la principale cause de la crise écologique à n'importe qui, ben en fait, quelque chose qui va revenir de manière très régulière, et j'ai peur que ce soit l'une des causes qui reviennent le plus, serait justement la surpopulation. Donc je pense que c'est quelque chose qui permet rapidement d'entrer dans la question écologique. Aussi parce que par rapport au fait de questionner, par exemple, le capitalisme en tant que mode de production, en fait, c'est plus facile de juste avoir un tout petit raisonnement sur la démographie et sur le fait on serait trop nombreux, trop nombreuses. Ouais, voilà, donc ça nécessite un travail quand même un peu de complexification en fait de l'enjeu, d'essayer de montrer son caractère historique aussi, etc. Donc c'est difficile en fait de répondre à ce type d'enjeu-là autrement que par la politisation de la question écologique. Donc c'est une réponse un petit peu sèche, mais on n'a pas trop d'autres solutions que de politiser la question. Parce que les forces réactionnaires, en tout cas en Suisse, elles ont bien compris que c'était un sujet qui était porteur et qui pouvait amener les gens à voter pour elles. Je prends le cas de l'UDC, donc pour les personnes qui ne seraient pas suisses et qui ne connaîtraient pas l'UDC, c'est le parti d'extrême droite en Suisse qui connaît un succès électoral important, et ce depuis plus de 20 ans maintenant. En tout cas, ça fait 20 ans qu'à chaque élection fédérale, c'est le parti qui obtient le plus de voix donc, au niveau national, qui a donc un impact quand même conséquent sur la scène politique suisse. Et cette formation politique, typiquement, lors des dernières élections fédérales, comme à son habitude, elle a basé sa communication sur des slogans vraiment xénophobes, anti-immigration, etc. Et cette année, petite particularité, c'était aussi de mettre le focus sur le fait que la Suisse atteindrait bientôt les 9 millions d'habitants. Et du coup, c'est aussi jouer avec la crainte des gens de dire, pour cette formation politique-là, de dire attention, on va atteindre les 9 millions, catastrophe. Et du coup, leur réponse, c'est quoi? Ça va être une réponse démographique, comme tu disais, donc forcément coercitive, mais ça attire les gens. Donc il y a quand même des gens qui vont voter pour cette force politique. Donc voilà, comme tu le dis, ce qu'il faut faire face à ce genre de discours, à part politiser la question écologique. Puis pour rester sur les sorties de cette extrême droite, et en l'occurrence extrême droite suisse, j'ai envie de parler du tout ménage de l'UDC. Tout ménage, donc en gros une partie du matériel de propagande qu'ils ont distribué à une énorme partie de la population, en tout cas dans le canton de Genève, que moi je connais. Dans ce tout ménage, qui se présentait sous la forme d'un journal, qui écrit quelque chose comme édition spéciale, etc., pour attirer l'œil, on pouvait lire certains slogans de cette formation politique réactionnaire. Et il y avait des choses un petit peu particulières, notamment des reprises de slogans qui viennent d'habitude plutôt de mouvements écolos, j'ai envie de dire, certains vocabulaires qui ont été repris de manière très très bizarre. Donc j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus. Par exemple, on pouvait lire le slogan « Avant la fin du monde, vos fins de mois ». Donc, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le slogan qu'on peut entendre en manifestation ces dernières années, manifestation plutôt écolo, le slogan à la base c'est plutôt fin du monde, fin du mois, même combat. Là, l'UDC leur prend à son compte en disant avant la fin du monde, vos fins de mois, comme si, avant de s'intéresser à la crise environnementale ou ce genre de choses, on va s'intéresser à votre pouvoir d'achat, ce qui en plus est factuellement faux si on analyse un petit peu le travail de ce parti. Et puis, surtout, quelque chose qui me paraît très frontal et d'une violence quand même assez inouïe quand on y pense, c'est leur concept ou leur slogan de sobriété démographique. Alors, cette idée de sobriété qui est plutôt souvent invoquée pour parler, par exemple, de sobriété énergétique, bref, plutôt sous un angle écologique, là, on a l'impression un peu d'un retour sur l'initiative écopop dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire il faut une sobriété démographique.
C'est de dire il va falloir réduire encore une fois la population, c'est ça. Ouais, là on a Qu'est-ce que t'en deux penses? cas de slogans euh, qui relèvent peut-être pas de l'écologisation du fascisme, mais en tout cas qui montrent que les partis d'extrême droite réagissent à l'enjeu écologique. Je pense que les deux cas sont presque inversés l'un avec l'autre. C'est-à-dire que dans les deux cas, il s'agit de détourner des slogans écologistes, mais les finalités sont un petit peu, enfin, sont divergentes en fait. Parce que dans le premier cas, dire avant la fin du monde vaut fin de mois, là, on s'ancre clairement dans le carbofascisme en fait. D'en dire que en fait, finalement, l'enjeu écologique serait moins important que de préserver un mode de vie largement adossé aux énergies fossiles. Et puis, on le voit dans, globalement, les politiques climatiques soutenues par l'UDC, qui sont plutôt de l'ordre du carbofascisme, loin des politiques climatiques vertueuses. Avec la sobriété démographique, c'est l'inverse. Là, il s'agit plutôt de reprendre un peu tel quel un mot d'ordre écologiste qui est celui de la sobriété, mais de lui donner une coloration particulière, et ici spécifiquement anti-migrationniste. Donc finalement, on revient sur les cadrages démographiques de la crise écologique avec ce slogan de sobriété démographique, qui en fait ont pour effet de ne pas du tout questionner les autres facteurs. Là, on y revient. Il y a un mode de vie largement carboné, typiquement suisse, qui est défendu en fait par l'UDC. Sauf que la Suisse, c'est un des pays avec l'empreinte carbone par habitant la plus élevée au monde. Et du coup, c'est ça qui est défendu en fait par l'UDC. Le fait que limiter l'immigration, c'est limiter l'accès d'autres personnes à ce mode de vie. Un autre point sur lequel je voulais avoir ton avis, parce que tu l'abordes dans ton livre, c'est la collapsologie. Donc un peu ces théories de l'effondrement qu'on a vu apparaître il y a quelques années. Je ne sais pas exactement où elles en sont, est-ce qu'elles ont encore une portée aujourd'hui, mais j'ai l'impression que oui. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ça boucle un petit peu avec le slogan avant, l'idée de fin du monde. En fait, l'idée d'un effondrement de la civilisation, je vais définir un peu les termes après, c'est quelque chose de récurrent dans la pensée écologiste depuis son émergence. En tout cas, il y a des politistes qui défendent cette idée-là, notamment un politiste français qui s'appelle Luc Semal, qui défend un petit peu cette conception-là, un peu eschatologique de la pensée écolo depuis son émergence. La collapsologie, c'est un courant un peu particulier, plus récent, qui date pas des années 70, qui date de 2015. En 2015, il y a un livre qui est publié par deux auteurs qui sont Pablo Servigne et Raphaël Stevens, un livre qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer » et qui prédit, on peut dire, d'ici 2030, l'effondrement de la civilisation dite thermo-industrielle. C'est important, c'est une définition dite thermo-industrielle de la civilisation, c'est-à-dire que la civilisation, ce serait un ensemble infrastructures matérielles, que ce soit l'agriculture, que ce soit le réseau de transport, le système de santé, les villes, voilà. Tout ça serait interdépendant, interconnecté, et ce que ces auteurs essayent de défendre, c'est le fait que si jamais une partie de ce vaste complexe thermo-industriel s'effondre, et ben, l'ensemble du système va s'effondrer par effet domino, globalement. C'est quelque chose qui a été très discuté par des spécialistes des systèmes complexes. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là, je ne suis pas du tout en capacité d'évaluer la pertinence ou pas de ces réflexions, de ces analyses-là. Par contre, on peut se questionner sur les récits politiques qui accompagnent ces thèses sur l'effondrement, parce qu'en fait, finalement, c'est aussi quelque chose dont les auteurs qui se revendiquent de ce courant de la collapsologie ont pu essayer de développer dans leurs ouvrages, etc. Et c'est un peu aussi ça qui a fait le succès de leurs travaux, à partir de 2015 jusqu'à 2020. Aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu réduit, leur influence. C'est justement les récits politiques qu'ils ont pu développer. En fait, récits politiques, ce qui est intéressant à mon avis de voir, c'est que c'est des récits assez dépolitisés, en fait, qui se présentent comme relativement politiques, comme globaux, qui interrogent toutes les facettes de la société, etc., mais qui ne vont pas du tout revenir sur la dimension conflictuelle du social, et sur le fait qu'en fait, tout le monde n'est pas dans le même bateau.
Alors des fois, il est un peu question de capitalisme dans les ouvrages de collapsologie, mais c'est toujours le capitalisme plutôt comme synonyme de croissance, de recherche du profit, mais non jamais d'exploitation. Alors que c'est ça aussi qui fait qu'il y a des antagonismes sociaux au sein de la société, c'est le fait que tout le monde n'a pas la même position sociale et que certaines exploitent d'autres. Voilà. Donc ce courant de la collapsologie, je pense qu'aujourd'hui, il a un peu moins d'influence. Par contre, je pense qu'il a nourri quelque chose, et c'est là qui, à mon avis, il pose le plus de problèmes. Il a nourri une certaine angoisse civilisationnelle largement présente dans la société. Il a réveillé certaines angoisses racistes au sein de la société, de manière complètement involontaire. Il se trouve que les auteurs de la collapsologie, c'est des gens qui viennent des milieux libertaires. En particulier Pablo Servigne, c'est quelqu'un qui vient des milieux libertaires belges, qui a écrit des textes, etc., lorsqu'il participait à ces milieux-là. En fait, en parlant de civilisation thermo-industrielle, je pense qu'ils ont fait une erreur importante parce que la conception majoritaire de l'idée de civilisation dans la société, je ne pense pas qu'elle est matérielle, je ne pense pas qu'elle est infrastructurelle, je pense qu'elle est plutôt culturelle, voire raciale, identitaire en tout cas, et que ce sont principalement l'extrême droite et les idéologues d'extrême droite qui vont mobiliser ce concept de civilisation avec cette idée de guerre des civilisations entre l'Occident et puis le reste des civilisations dans le monde. Donc je pense que parler d'effondrement de la civilisation pour des raisons écologiques, ça alimente plutôt, ça donne un nouveau facteur aux angoisses civilisationnelles plutôt centrées sur des questions identitaires. Donc ça me semble plutôt dangereux de diffuser ça dans l'espace public. Je peux comprendre qu'au sein des sphères écologistes, ça a pu avoir un effet. Il se trouve que moi-même, je me suis beaucoup intéressé à l'enjeu écologique par ce biais-là, et c'est ma génération, on a beaucoup été dans ma génération, dans l'espace francophone, je pense, à passer par ces thèses-là. Mais, à mon avis, c'est un petit peu dangereux comme manière de cadrer le problème écologique. Plutôt fascisation de l'écologie, là. Là, on est plutôt dans la fascisation de l'écologie. Après, je tiens à préciser quand même que je ne suis pas en train de dire que Pablo Servigne est un écofasciste en puissance, etc. Alors c'est quelqu'un qui a une trajectoire assez compliquée, qui a aussi investi beaucoup l'éco-spiritualité, l'éco-psychologie, donc c'est encore un autre registre que moi je n'aborde pas dans le livre, que j'ai décidé de laisser de côté. Voilà. En fait, le problème politique avec les théories de l'effondrement, au-delà de leur appropriation possible par l'extrême droite, c'est le fait qu'il y a un verrouillage pseudo-scientifique en fait, de cette trajectoire d'effondrement, et qu'en fait on ne pourrait rien faire politiquement contre l'effondrement de la civilisation dite thermo-industrielle. Et le fait de ne pouvoir rien faire politiquement, ça fait qu'il n'y a pas d'autre issue que d'accepter l'effondrement. Et accepter l'effondrement, en fait, ça passerait par un processus spirituel, psychologique. Et c'est là, à mon avis, qu'il y a un problème, et qu'il faudrait plutôt défendre une ligne politique. Et le fait qu'en fait, si, on peut faire des choses contre l'effondrement, et faire des choses, ça veut dire, en fait, s'engager dans la lutte des classes, en fait, très basiquement. Des classes qu'on peut prendre dans un sens large, pas uniquement au sens, dans son cadre capitaliste, mais aussi des classes de sexe, des classes de race, etc. Ça a le mérite d'être clair. Dernier point sur cette partie que j'aimerais beaucoup aborder avec toi, c'est celui de la décroissance. Dans ton livre, tu évoques les limites de la décroissance, un peu de manière comme ça ironique. Donc j'aimerais bien que tu m'expliques, toi, quel problème te pose la décroissance aujourd'hui? Parce que c'est quand même un terme, en tout cas, qui a l'air d'avoir quand même une portée dans l'opinion assez important, et nous, qu'est-ce qu'on doit en faire? Je crois que ce que tu regrettes notamment, tu vas y revenir, c'est le fait que ce concept de décroissance, à une époque, il pouvait avoir une dimension politique socialiste, et que cette dimension socialiste, elle s'est effacée petit à petit au point de devenir appropriable même par la droite, voire l'extrême droite, ce qui a au final été le cas, c'est ça. Le terme de décroissance, il apparaît assez tard en lui-même dans le mouvement écologiste. Plutôt, c'est au milieu des années 90 en fait qu'il commence vraiment à avoir une existence. Avant, on ne parle pas spécialement de décroissance, même si le terme apparaît en 72. Mais il y a un rejet de l'idée de croissance censée organiser la production. Ça, c'est quelque chose qui est assez fort dès les années 70. Donc, ça me semble être une idée, en tout cas, qu'a porté le mouvement écologiste à peu près dès ses débuts dans l'espace francophone. Et j'ai l'impression, c'est inconfirmé à mon avis par davantage de recherches historiques, c'est un peu ce sur quoi je travaille moi-même,
j'ai l'impression qu'il y a quand même une dimension socialiste autogestionnaire assez forte à cette époque-là. L'idée, c'est on va se réapproprier les moyens de production pour ne plus poursuivre des objectifs de croissance. Voilà, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Il n'y a pas du tout encore cette idée d'inversion du PIB, etc., qu'on a pu entendre ensuite chez des écologistes décroissants. Et tant mieux, parce que finalement, inverser le PIB, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose sur le processus qu'il faut faire. Et là, on rejoint ma conception à moi de la décroissance. C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait simplement considérer qu'il y a des seuils écologiques, qu'on en a dépassé un certain nombre, et qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas forcément dépassés. Il faudrait plutôt essayer de rester en deçà de ces seuils écologiques-là. Et que la seule manière de faire, c'est de réduire la production matérielle. Réduire la production matérielle, ça ne veut pas dire la réduire de manière unilatérale et que cette réduction pèse sur tout le monde de la même manière. Non, évidemment, en fait, il y a certaines franges de la société, les plus riches, celles qui participent le plus à l'accumulation de biens matériels, qui vont en fait devoir réduire, enfin, on devrait réduire leur consommation et leur possession de manière assez nette. Ça, c'est si on cadrait le problème d'un point de vue individuel, mais je pense qu'il faut surtout le cadrer d'un point de vue, en fait, qu'est-ce qu'on produit? Le fait qu'il y a un certain nombre de choses, de biens qu'il faudrait ne plus produire. C'est assez facile pour certains secteurs, par exemple le secteur du luxe dans sa globalité, que ce soit l'alimentation de luxe, que ce soit les produits esthétiques de luxe ou le transport. Les jets privés, voilà. Les yachts. Les transports, c'est le plus facile. Les transports de luxe, tout le monde est à peu près d'accord pour dire, enfin tout le monde à part ceux qui en bénéficient, pour dire que voilà, ça c'est des secteurs qu'on peut facilement abandonner. Au contraire, il y a des secteurs qu'il faudrait plutôt, à mon sens, préserver sous leur forme actuelle, notamment le système de santé, en tout cas dans sa forme matérielle. Dans sa forme managériale, c'est évidemment quelque chose de très différent, parce que la gestion néolibérale de la santé, évidemment, est désastreuse, mais en tout cas, les infrastructures de santé en elles-mêmes, je pense qu'il faut plutôt essayer de les prolonger, parce que je pense qu'elles sont plutôt bénéfiques. Après, il y a la plupart des situations, en fait, sont intermédiaires. Il faut évidemment essayer de travailler sur la question des besoins de manière collective, mais pas du tout de manière autoritaire, imposée, etc. Là où c'est compliqué, c'est qu'il y a aussi des gens qui travaillent dans ces secteurs, en fait. Notamment dans le secteur du luxe, il y a aussi beaucoup de travailleurs qui peuvent être qui n'ont pas forcément des revenus importants, et en fait, la plus-value qui est faite sur leur travail est justement très importante. C'est ça qui caractérise le luxe en particulier. La question, c'est aussi comment on fait pour que ces travailleurs-là, si on stoppe d'un seul coup l'activité qui leur procure un salaire, comment en fait on amortit ça? Et la question en fait de la décroissance, c'est comment on amortit l'arrêt complet de certains secteurs. Et pour ça, en fait, il n'y a pas 1000 solutions. Si on veut amortir ça de manière juste, en fait, il faut avoir une répartition des richesses, des systèmes sociaux de répartition des richesses particulièrement développés, et que ce ne soit pas des petites politiques de compensation, mais que ce soit une véritable répartition des richesses. Donc c'est pour ça que moi j'ai tendance à parler de décroissance communiste, pour dire que la trajectoire qu'il faut suivre d'un point de vue écologique, c'est la décroissance, au sens de réduction de la production matérielle pour respecter des seuils écologiques, et que la seule manière de rendre ça juste, c'est un système communiste. Je crois que je t'ai déjà entendu dire le communisme est nécessaire, en parlant de la décroissance, car la décroissance ne peut pas être portée par le patronat. Alors que dans la tête des décroissants, comme on se les imagine de manière un peu schématique comme ça, il n'y a pas du tout cette idée de hiérarchie sociale, notamment dans le mode de production capitaliste. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus ça, alors que peut-être qu'il était beaucoup plus présent à une époque. Oui, je ne sais pas si ça a été non plus très présent à une époque, même malgré la formulation peut-être proto-marxiste de la décroissance à ses débuts. En tout cas, je considère que c'est vraiment ça qui manque. Enfin, c'est exactement ce que tu dis, on parle de décroissance comme d'une trajectoire, mais on ne parle jamais de la mise en œuvre de cette trajectoire. Et en fait, le patronat n'a aucun intérêt à mettre en œuvre une décroissance. Ça va complètement à l'encontre de ses intérêts économiques directs, en fait. Donc, il n'y a pas d'autre solution qu'une réappropriation collective des moyens de production par les travailleurs et travailleuses qui sont sur ces lieux de travail-là. Je ne vois pas trop d'autres options, en fait, pour mettre en œuvre une décroissance.
ou alors ce serait une décroissance qui prendra plutôt la forme d'une récession, et donc dont finalement les effets négatifs pèseront sur celles et ceux qui n'ont pas la main sur la répartition des richesses. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de critiques de la décroissance, critiques marxistes de la décroissance, qui sont assez justes en fait, sur ce point-là, sur le fait que s'il n'y a pas de réappropriation des moyens de production, en fait, la décroissance, c'est plutôt une forme de récession. Je pense que c'est une critique un petit peu facile que beaucoup ont formulée, qui ne s'intéressent pas trop aux théories de la décroissance de manière générale. C'est peut-être un petit peu en train de changer. Mais... Ce terme, ce concept de décroissance, il a une portée très importante. En tout cas, moi, dans ce que je constate, chaque semaine, je peux entendre une personne me dire ah, moi je suis décroissant, sans vraiment se rendre compte de ce que ça comporte. Juste, j'ai l'impression que c'est, et on retombe sur ces histoires de clarification aussi de l'écologie politique, etc., dont on va discuter. C'est, voilà, en fait, on est dans un moment où on ne peut plus ne pas voir la catastrophe environnementale qui s'accentue, en fait. Et la réponse de pas mal de gens qui ont un rapport à la politique plus ou moins lointain, ça peut être de se dire décroissant parce qu'ils voient qu'il y a un problème avec le mode de production, mais sans réussir à mettre les bons mots dessus ou avoir les bonnes analyses. Et du coup, le premier réflexe, ça va être de dire il faut ralentir, le problème c'est la recherche du profit, etc., etc. Et plus globalement, pour toi, il faut revenir, toi tu prônes un retour à des conceptions qu'on pouvait avoir dans les années 70 chez certains auteurs. Je pense notamment à André Gortz ou encore Murray Bookchin. En l'occurrence, ces deux auteurs qui sont aujourd'hui décédés en 2006 et en 2007. Qu'est-ce que toi tu gardes de leur théorie en l'occurrence? Avant que je revienne sur ce que je garde de la théorie, je veux juste réagir sur quelque chose que tu as dit, que les gens qui se disent un peu spontanément décroissants sans forcément avoir travaillé politiquement spécifiquement la question, je pense pas qu'ils mettent en question le mode de production capitaliste. Je pense qu'ils mettent en question uniquement le résultat du mode de production capitaliste, c'est-à-dire ce qui est produit. Ils mettent pas du tout en jeu les rapports sociaux qui structurent le mode de production capitaliste, et c'est justement là le problème. C'est qu'ils vont se concentrer sur « Ah voilà, on produit trop », mais beaucoup moins sur les logiques de pourquoi on produit trop, et de comment ces logiques sont structurées. Souvent, ça va être sur « Ah bah, il y a les capitalistes qui cherchent le profit ». Oui, mais le profit, c'est quoi en fait? Ça vient d'où? Et c'est là que la question de l'exploitation de la force de travail, elle disparaît. Et à mon avis, c'est là qu'il y a un problème dans les théories les plus courantes de la décroissance. En tout cas, dans la manière dont elles sont diffusées, c'est qu'elles interrogent très peu les structures sociales. Et donc aussi, la trajectoire de décroissance, de fait, elle interroge assez peu l'amortissement de la fermeture de certains secteurs. Et ça, je pense que quelqu'un comme André Gortz, par exemple, il aide à penser ça. Il aide à penser ça parce que lui, il s'intéresse à la question des besoins, et la définition collective, démocratique des besoins, et de comment, à une échelle locale, elle peut permettre d'organiser autrement la production à partir des besoins définis collectivement, etc. Et que les collectifs habitants et collectifs de travail soient en lien entre eux et puissent s'organiser pour définir des objectifs de production qui ne soient pas plus motivés par la recherche du profit, mais uniquement par la satisfaction des besoins définis collectivement. Bon, alors c'est un peu abstrait comme ça. Je pense que André Gortz lui-même est un peu resté, pas abstrait, mais de fait, c'était de la production théorique qui n'avait pas forcément une concrétisation directe sur laquelle on pouvait se baser. Voilà, ça par exemple, c'est ce que je tirais par exemple d'André Gortz, c'est cette question de la définition démocratique des besoins, au-delà de leur définition idéologique, notamment par la publicité, etc., qu'on peut connaître dans une société capitaliste. Murray Bookchin, ce que je tire de chez lui, c'est beaucoup moins des choses proches de la décroissance, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a un peu moins réfléchi sur cette question, même si on peut trouver certaines choses, et qui est souvent présenté comme un précurseur de la décroissance quand même. Ce qui m'intéresse chez Bookchin, c'est le fait qu'il a théorisé ce qu'on appelle l'écologie sociale. Bon, à la base, c'est un courant en particulier, mais moi je pense qu'on peut en élargir un petit peu les contours et considérer qu'il a proposé des principes
qui peuvent permettre de qualifier toutes les écologies progressistes, toutes les écologies sociales, à mon avis, on pourrait dire. On pourrait faire rentrer dedans l'écosocialisme, on pourrait faire rentrer dedans certaines formes d'écoféminisme, on pourrait faire rentrer certaines formes d'écologie décoloniale, certaines formes d'écologie libertaire aussi. En tout cas, ce sont des conceptions de l'écologie qui considèrent que la domination de la nature, en tout cas du non-humain, est le prolongement de domination interne à la société. Que ce soit de domination de classe, de genre, de race, etc. Et je pense que ce principe-là, il est essentiel en fait. Et c'est ça qui distingue, à mon avis, les écologies émancipatrices d'autres conceptions de l'écologie, notamment parce que ce que ça implique d'avoir ce postulat-là, c'est de considérer que, en fait, ce sur quoi il faut agir, ce sont les dominations sociales. Ça ne veut pas dire que résoudre les dominations sociales va mécaniquement résoudre le problème écologique, c'est bien plus complexe que ça, mais que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour résoudre le problème écologique. Donc voilà, moi je me considère, je pense, comme écologiste social, d'un point de vue un peu global comme ça, pour cette raison-là, parce que ça montre aussi ce sur quoi il faut mettre la priorité. Ça permet de s'opposer à d'autres grandes approches qui disent qu'il faut d'abord travailler sur notre rapport à la nature en tant que société, etc. Je pense que ça, c'est un postulat qui n'est pas, une conception de l'écologie en tout cas, qui n'est pas très matérialiste, au sens où c'est considéré qu'il faudrait d'abord agir sur nos catégories de pensée pour transformer notre rapport au monde matériel. Je pense que c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt si on transforme nos rapports sociaux, on va avoir d'autres manières de conceptualiser notre rapport à la nature qui vont émerger, qui vont être le fruit d'une autre organisation sociale, qui vont permettre d'autres rapports concrets au monde matériel. Du coup, là, on a entendu, on a parlé de communisme, là tu as parlé d'écosocialisme, d'écoféminisme. À une époque, donc on va dire même avant André Gortz, j'ai l'impression qu'on n'avait pas toutes ces catégories-là. André Gortz, je crois que c'est lui qui a parlé d'écosocialisme en premier, et d'écofascisme aussi, on va y revenir. Pour toi, selon toi, à cette époque-là, le mouvement écolo, il avait besoin de se distinguer, notamment du communisme et aussi du capitalisme, notamment dans une époque de guerre froide, où on avait un bloc de l'Ouest capitaliste, un bloc de l'Est communiste, pour poser les choses schématiquement. Et du coup, ce bloc écologiste, il devait se distinguer. Est-ce que ça vient de là aussi, ces termes-là, ce besoin de distinction avec le communisme, ou est-ce qu'il faut voir ça plutôt dans un rejet du productivisme qui serait quand même ancré dans le communisme? Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Je pense que le concept de productivisme, il a justement cette fonction-là, effectivement, de mise à distance des deux blocs qui s'opposaient durant la guerre froide. Mais pour autant, une partie des écologistes qui ont défendu ce concept de productivisme, ce n'étaient pas du tout des anti-marxistes. Ils ont rejeté le terme de communisme à un moment, je pense, parce que justement, le communisme était associé au communisme soviétique essentiellement, et eux, c'était des marxistes hétérodoxes qui ne voulaient plus être associés à cette forme politique-là, et donc voilà. Mais ils défendaient un socialisme non productiviste de manière explicite en fait, et puis ils avaient une conception politique tout à fait marxiste sur bien des aspects, mais simplement ils avaient des stratégies, je pense, différentes pour mettre en œuvre leur conception politique. Le terme d'écosocialisme, je ne sais pas exactement où est-ce qu'il émerge, ça m'a pas l'air très clair. Souvent, on l'attribue à André Gortz, je ne sais pas si c'est le cas. En tout cas, c'est un terme qui se popularise plutôt récemment, en fait, finalement. C'est plutôt il y a une vingtaine d'années que ça commence à émerger vraiment et à avoir une existence politique. Et c'est un terme, en fait, qui se situe un peu dans cette lignée, justement, d'André Gortz et de marxistes écologistes, mais qui ne mobilisaient plus forcément la catégorie de communisme et qui, parfois aussi, ont rejeter un petit peu la conception des rapports sociaux classiques dans le marxisme, voilà, en nuançant un petit peu le fait qu'il y aurait un prolétariat constitué comme au début de l'ère industrielle. En tout cas, André Gortz a beaucoup été critiqué pour ça, et sûrement à juste titre, parce que c'est pour la critique est fondée. En tout cas, il y a un livre qu'il a écrit qui s'appelle Adieu au prolétariat, dans lequel justement il développe cette conception-là
sa conception de la société de classe. Bon, le terme d'écosocialisme, je pense qu'il se situe quand même un peu dans cet héritage-là, c'est-à-dire considérer que à la fois on se revendique du marxisme tout en se distinguant d'autres formes de communisme et de socialisme qui auraient été marquées par le productivisme. Donc l'idée c'est de dire le communisme n'est pas intrinsèquement productiviste, et historiquement il l'a été, quoi. Et du coup c'est encore une fois cette distinction entre historiquement et intrinsèquement qu'il faut essayer de retravailler cette fois dans l'autre sens pour montrer qu'il y a moyen de développer un marxisme écologique. Mais d'ailleurs c'est le cas, hein. Il se trouve que ça a mis un peu de temps pour des raisons plus ou moins légitimes, et aujourd'hui il y a à l'échelle internationale un certain nombre de personnes qui sont investies dans le développement d'un marxisme écologique, qui se traduit aussi dans les organisations politiques, peut-être encore un peu timidement parfois, mais le dynamique me semble plutôt bien amorcé. Ouais, toi, tu dis, bon, bah voilà, il y avait cette rupture à l'époque entre écologistes et ces blocs-là. Et aujourd'hui, toi, tu dirais que ce qui ferait sens, ce serait que les écologistes politiques devraient explicitement se rapprocher des partis de gauche, et donc des partis plutôt communistes. C'est ça. En tout cas, les écologistes qui se reconnaissent dans la recherche de l'émancipation sociale, oui, clairement. Après, le problème, c'est aussi qu'il y a beaucoup d'écologistes qui ne sont pas toujours très clairs. C'est bien pour ça que moi, je suis plutôt pour qu'on essaie d'engager collectivement ce processus de clarification du discours écologique. Je pense aussi que les écologistes comme famille politique à part entière, c'est plutôt anachronique maintenant. Il y a eu une fenêtre de tir pour l'existence de partis écologistes strictement écologistes quand le reste de la gauche n'était pas écologiste ou quand la droite et l'extrême droite ne s'intéressaient pas à l'écologie. Maintenant, on est sur une situation politique qui est radicalement différente, avec une pluralisation de l'écologie politique assez nette, à mon sens, qui, de fait, rend un petit peu inutile le fait de se proclamer comme écologiste, comme si les autres ne l'étaient pas. Dans beaucoup de pays occidentaux, maintenant, le programme du Parti vert n'est pas nécessairement plus écologique que le programme d'autres partis de gauche radicale, hein, pour rendre cette expression un petit peu électoraliste. Donc, voilà, moi je serais plutôt à défendre l'idée de ce rapprochement. Après, les écologistes ont l'impression, eux, d'avoir une niche, ils essayent de se baser sur la génération climat, comme ils l'appellent, etc., pour essayer de récupérer des voix. Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt une stratégie qui est à contre-courant un petit peu de la dynamique du moment. Bon, on a parlé, enfin ton livre, il met le focus sur une potentielle écologie pour l'extrême droite, avec aussi les ambiguïtés du côté de la gauche et de la gauche radicale, quand le discours écologique n'est pas assez clair, et les dérives vers lesquelles ça peut mener. Mais en l'occurrence, le cadre dans lequel on discute aujourd'hui, et l'ordre qui est en place depuis longtemps maintenant, et on ne sait pas encore pour combien de temps, c'est quand même celui de gouvernements bourgeois qui ont pour objectif de maintenir un certain ordre en place. Et puis, sauf erreur, pour quelqu'un comme André Gortz, tu m'arrêtes si je me trompe, lui, quand il utilisait le terme d'écofascisme, au final, c'était plutôt pour désigner une sorte de concept dystopique, c'est-à-dire ce que risqueraient de devenir les États capitalistes si la crise écologique s'accentue. Donc déjà dans les années 70, lui, j'ai l'impression qu'il voyait ça comme ça. Puis voilà, de dire à mesure que l'accumulation du capital se poursuit, avec ses effets dévastateurs, il va être de plus en plus tentant pour ces États capitalistes de gérer de façon autoritaire à la fois les ressources, les populations, les territoires, et ce, par la coercition. Parce que le but de ces États capitalistes, de fait, c'est de reproduire la société dans laquelle on a une classe capitaliste qui exploite
une classe de travailleurs pour ses intérêts. Et plus la crise, même si on a essayé de dire qu'il ne fallait pas utiliser ce terme-là, plus la crise avance, plus on pourrait voir, d'après Gorz, en fait, hein, d'après ce que je comprends, on pourrait voir l'exacerbation d'inégalités et d'autres rapports de domination, notamment d'exploitation, qui sont déjà à l'œuvre. Donc voilà, hein, les bénéficiaires de l'ordre en place pourraient donc continuer à vivre comme ils le font aujourd'hui, dans un mode de vie décent au détriment d'autres franges de la population, jusqu'à leur sacrifice même, hein, et c'est ce qui est porté en fait dans certains discours que tu analyses, par exemple sur le populationnisme de droite, c'est de dire on serait prêt en fait à sacrifier des gens, des populations, pour pouvoir conserver un mode de vie, en l'occurrence le mode de vie de la classe capitaliste. C'est ça. Ouais, moi je suis plutôt d'accord en fait avec ce type de perspective. Le texte dans lequel Gorz développe ça au départ, c'est Leur écologie et la nôtre, qui est un texte fameux de cet auteur-là, qui est assez court, hein, pour celles et ceux qui voudraient le lire. Je suis plutôt d'accord avec cette perspective et le fait que en fait, le principal sujet, il est là, plus que l'écofascisme. Je pense que l'écofascisme, même si moi-même j'ai travaillé dessus, mais je pense que c'est un problème relativement marginal. En tout cas, c'est un problème qui est un peu plus rampant, qui est moins explicite, qui est moins visible. Et le problème majeur, c'est non pas cet écofascisme à mon sens, mais plutôt du coup cette technocratie écologique, ou alors cet autoritarisme vert. Voilà, c'est un peu les expressions qu'on peut rencontrer qui me semblent plus efficaces pour qualifier ce type de régime-là, d'inspiration libérale, néolibérale même, etc. Voilà. Avec, en parallèle, le problème du carbofascisme, parce qu'on a aussi une montée de l'extrême droite très importante dans les pays occidentaux, avec toujours une pression écologique de plus en plus importante, et donc finalement ce carbofascisme qui risque quand même encore de se pérenniser encore un petit peu. Donc travailler sur plutôt les formes autoritaires ou technocratiques de capitalisme vert, je pense que cette catégorie est importante à travailler, et puis ensuite de carbofascisme, je pense que c'est plutôt là-dessus qu'il faudra se focaliser, mais moi c'est pas ce sur quoi j'ai travaillé. Merci beaucoup Antoine Dubio. Merci. Je t'ai demandé vraiment de gros efforts avec une interview très très dense. Et puis merci de me l'avoir accordé. Puis je crois savoir que tu bosses sur une thèse avec un sujet qui pourra nous intéresser à l'avenir. Je crois que tu en as encore pour quelques années. Oui. C'est ça, hein, mais c'est sur les néo-ruraux, c'est ça? En fait, en particulier, c'est sur le rejet de la ville par les écologistes. Je m'intéresse à pourquoi est-ce que l'imaginaire écologiste, en gros, est structuré au fait de investir les espaces ruraux pour fonder des fermes autonomes, etc. Alors que je pense que les villes sont un lieu d'émancipation politique important et qu'on ne peut pas abandonner les idéaux politiques qui accompagnent l'urbain de cette manière-là. Voilà. Bon, c'est évidemment une situation qui n'est pas binaire, hein. L'idée, c'est pas de dire que l'émancipation se situe en ville et la ruralité serait évidemment les réactions. C'est beaucoup plus compliqué que ça, bien sûr. Mais cet imaginaire néo-rural de l'écologie politique, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de creuser. Ok, ben on surveille ça et puis on se revoit peut-être quand ça sort. Avec plaisir. À la prochaine. Ciao. À la prochaine. Pour pouvoir évoluer, Voix Populaire a besoin de votre soutien. Alors si vous le pouvez, rendez-vous sur notre site pour soutenir une presse indépendante qui manque encore cruellement en Suisse.